Si on m'avait dit qu'un jour le titre d'une de mes vidéos serait de se demander qui de Depiello ou de Verstappen est le plus fort, j'avoue que je n'y aurais jamais cru. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour parler de l'événement qui, que vous l'aimiez ou non, était l'événement majeur hier en France et qui, très franchement, très sincèrement, est peut-être l'événement du sport auto français de l'année. Je ne vois que les 24 heures du Mans pour concurrencer. Et oui, aujourd'hui on parle du Grand Prix Explorer 2 organisé par Squeezie et en vrai je n'en ai jamais parlé alors que pourtant j'ai beaucoup de choses à dire et que j'ai regardé en entier les deux éditions. Donc aujourd'hui j'ai d'abord parlé un petit peu du sportif, de la course, puis on va essayer de s'attarder sur l'événement global. Je pense qu'il y a plein de réflexions hyper intéressantes à faire. Voilà, je vous encourage évidemment à commenter une fois que vous aurez vu mon avis. On se retrouve en commentaire, mettez aussi au passage un petit like et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Pour démarrer, le sportif donc, et je vais faire un mini déprix comme je le fais après les Grands Prix de F1. On va essayer d'analyser certaines actions, de voir ce qui s'est passé avec un œil de passionné, de curieux, et aussi pour essayer de voir quelles similitudes, quels parallèles ou quelles observations on peut en tirer des 15 tours qu'on a vus hier. Bon, hier, on avait déjà des essais et des qualifs par groupe, ce qui est une bonne idée pour éviter les gênes, les bêtises en piste, surtout avec des pilotes amateurs. C'est une très bonne décision. Et j'ai bien aimé que dans cette grande journée du GP Explorer, plus de la moitié soit consacrée aux essais, aux qualifs. C'est aussi ça, le sport auto. Et ça crée une montée en puissance pour les pilotes, j'imagine, mais aussi pour nous, les spectateurs, avec l'apothéose en Q3, comme en Formule 1. Alors c'est pas comme la F1 évidemment parce que les pilotes et les enjeux sont beaucoup moins grands forcément, mais ça reste trop cool à observer parce qu'on voit des gens se rapprocher de leurs limites dans l'exercice le plus pur du sport auto, la performance sur un tour. Le tour parfait, et pour les pilotes d'hier, c'était l'aboutissement de plusieurs mois de travail, et donc franchement c'est très cool à regarder. Alors la pole, et ça peut paraître surprenant, a été réalisée avec un temps moins rapide d'une demi-seconde par rapport à l'an dernier, et ça s'explique par les conditions qui étaient largement plus chaudes hier, même beaucoup trop. On était franchement à la limite, c'était quasiment la canicule hier au Mans, et donc voilà, ça a été un bel exemple. Je trouve que brut, seul, un temps ne veut rien dire. Une 32, une 37, si on le sort de son contexte, on peut pas l'analyser vraiment, et c'était cool qu'hier il y ait une démonstration réelle de ça. Ensuite, un détail que j'ai bien aimé, c'est le grand temps entre la qualif et la course pour redescendre un peu en pression. On sent qu'ils avaient vraiment envie que les pilotes puissent se concentrer, vraiment se préparer, malgré l'immense bazar autour d'eux, malgré toutes les sollicitations qu'il y avait. C'est cool, ça rappelle que c'est un sport sérieux, que ce qu'ils allaient faire était vraiment sérieux et qu'ils l'ont pris avec sérieux. Donc franchement, un petit détail, et peut-être que oui, du coup, la course a commencé un poil trop tard, ça a peut-être pu commencer à 17h, 17h30, mais en tout cas, j'ai bien aimé ce grand temps de concentration entre les deux. Et puis la course a commencé après 2 tours de chauffe et dans un départ lancé, ce qui me paraît on ne peut plus logique. Et ce qu'il faut noter, c'est l'excellent départ de Sylvain. Il s'élance dans quasiment le même temps de réaction que Depiello, mais il a l'aspiration et donc nécessairement il va aller plus vite que lui, c'est normal. Il va se rapprocher jusqu'à être quasiment collé à lui. Et là, il y a un choix à faire, soit lever le pied et rester derrière, soit profiter du momentum et se décaler. Et il l'a fait, je pense notamment car Étienne, qui était à côté, a eu un temps de réaction un poil moins bon et n'avait pas l'aspiration, donc n'était plus tout à fait à la hauteur de Depiello et avait moins de momentum que Sylvain. Donc il y est allé, et aussi Étienne avait laissé de l'espace, logiquement il n'avait pas collé Depiello. Donc Sylvain y est allé et pendant quelques secondes on a eu un 3 de front, mais Étienne a été très intelligent et a constaté qu'il n'avait pas la vitesse pour se battre avec les deux au freinage et a donc légèrement relâché, préférant préserver sa 3e place, ce qu'il a parfaitement fait. Donc gros move de Sylvain qui profite de sa vitesse et tente le coup sur l'extérieur au départ en pleine courbe d'un lobe. Franchement, il faut oser, clairement, très bien joué. Il me semble aussi freiner un petit peu plus tard que Depiello, donc franchement bravo. Mais, et là pour moi c'est là où Depiello a été le plus fort puisqu'il ne peut rien faire sur cette ligne droite, il n'a pas l'aspi, il subit, mais il garde la seule chose qu'il peut garder, c'est-à-dire la corde pour avoir l'intérieur au virage. Et là où il a été très bon, c'est sur pour moi le freinage, où certes il freine un peu plus tôt que Sylvain, mais il maîtrise plus et je pense qu'à un moment donné il relâche un petit peu pour en remettre du frein afin d'arriver suffisamment en tête mais en maîtrisant sa vitesse
au point de corde et pouvoir dicter le virage à Sylvain, ce qu'il va faire en lui laissant de la place. Et quand il constate que Sylvain ne peut pas, n'attaque pas, eh bien il va reprendre progressivement la corde pour le virage 2. Voilà. Despiello, on va y venir, était hier le plus rapide, largement au-dessus des autres, voilà, un monde au-dessus presque, mais c'est sur cette manœuvre-là qu'il a quasiment déjà scellé sa victoire. Sylvain a raison d'attaquer parce que c'est quasiment sa seule chance, et Despiello a défendu avec vraiment une maîtrise qui m'a impressionné pour un pilote qui reste amateur, même s'il commence à faire vraiment des performances et avoir un entraînement qui fait de lui presque, on pourrait le dire, un semi-pro. Ensuite, il faut qu'on parle du principal fait de course, c'est l'accident entre Maxime et Manon qui a mené à leur double abandon. Des images terribles, assez dures, hein. Manon qui part en ambulance, je me semble qu'elle va plutôt bien, si ce n'est pas le cas, je souhaite un prompt rétablissement, j'espère qu'elle va bien. Et Maxime qui était dégoûté des images qu'on voit avec les pilotes de F1 et qui font vraiment mal, hein, clairement. Mais là, j'y vois encore un truc positif dans le sens où ça montre vraiment une facette réelle du sport auto. Ce sport, il peut être brutal, violent, ça peut s'arrêter d'un coup, très vite ça peut tourner en vrille et il est irréversible. Une fois qu'une erreur a été faite, que tu es dans le bac, que tu as abandonné, c'est terminé. C'est brutal, c'est violent, c'est aussi ça le sport auto. Et mine de rien, hier, on a aussi vu ça, qui est la réalité. Donc j'y trouve un côté positif, même si évidemment j'aurais préféré que tout le monde termine la course. Concernant les responsabilités, même si c'est pas du tout l'important dans ce qui s'est passé hier, j'ai envie d'analyser cet incident, voir ce qu'il s'est passé. Pour moi, Manon arrive un peu trop fort, un peu trop tard, avec un petit peu trop de vitesse. Elle passe en plus à l'intérieur dans un espace petit. Elle a une roue au-delà du vibreur à droite, ce qui prouve qu'il n'y avait pas assez d'espace. C'est un peu dans la poussière. Je dirais que globalement, la manœuvre est mal maîtrisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas maître totalement de sa Formule 4 de A à Z de l'action. En plus, c'est dans un premier tour, les pneus ne sont pas encore en température, donc voilà, on peut dire que c'est un poil optimiste et que dans la réalisation, c'est pas parfait nécessairement. Par contre, de son on-board, je comprends totalement pourquoi elle a fait ce move et je pense que j'aurais tenté de faire la même chose parce que tout simplement, elle a beaucoup plus de vitesse que Maxime en approchant le virage. Maxime, il est beaucoup plus lent, il est au ralenti, sûrement je pense parce qu'il fait attention à ce qu'il y a devant lui, qu'il veut se replacer par rapport au pilote de devant pour le prochain virage. Il y a un gros différentiel de vitesse, donc Manon, elle voit, il y a un espace qui existe aussi où elle peut mettre à la base sa voiture, donc elle plonge, ok. Maxime a freiné beaucoup plus tôt, donc il y a un truc à tenter à l'intérieur. Malheureusement, voilà, je le redis, c'était avec un petit peu trop de vitesse au point de corde alors qu'elle n'était pas passée devant. Et voilà, c'était pas assez maîtrisé dans la globalité et du coup ça a mené au crash. On rappelle évidemment que tout ça, nous on analyse à froid avec des ralentis des on-board, mais qu'ils le font en 1 seconde, en 2 secondes. Donc concrètement, ils ne peuvent pas avoir tout le recul qu'on a maintenant. Voilà, cependant, quand je regarde les images, c'est comme ça que je les lis. Concernant la POV de Maxime, elle me semble indiquer qu'il n'a pas du tout vu venir Manon. Premier indice, je pense qu'il est vraiment concentré sur ce qui se passe devant puisqu'il freine par rapport à ce qui se passe devant. Et de deux, c'est que sa réaction au moment du contact, c'est vraiment celle d'un gars qui ne s'attend pas à voir quelqu'un lui rentrer dedans dans la roue droite. Et clairement, il a l'air très surpris. Est-ce qu'il n'a pas regardé ses rétros? Je ne sais pas, puisque la caméra on-board ne monte pas son casque, donc on ne voit pas son regard. Est-ce qu'il l'a regardé, mais trop furtivement, ou alors au moment où Manon était dans son angle mort, je ne sais pas. En tout cas, il prend vraiment le virage comme s'il était seul, puisqu'il se rabat vers la corde, alors qu'au bout d'un moment, il n'est clairement plus seul. Donc là, quelque part, il faut être deux pour faire un accident, c'est la base du sport auto, et je trouve que Maxime a sa part de responsabilité dans le fait où il referme alors que quelqu'un s'est engagé. Voilà pour moi ce qui explique le crash. Le but, c'est pas de dire la faute à un tel, la faute à un tel. Je veux bien vos avis sur cet incident en commentaire, notamment ceux qui s'y connaissent moins en sport auto. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et évidemment, il va sans dire que tous les commentaires qu'on a pu voir sur Manon, sa responsabilité, etc., certains vont beaucoup trop loin. Et c'est absolument pas le but ici, ni dans l'espace commentaire. Mais on essaiera d'y veiller. Pour finir sur la course, comme vous, j'imagine, j'ai un petit regret, c'est le temps avant de mettre le drapeau rouge. Il a selon moi été vraiment trop tardif, puisque ça a amputé au moins 5 ou 6 tours, quasiment la moitié de la course sous la safety car. Et du coup, on a eu, 6 tours lancés hier sur 15. Ouais, franchement, un petit gâchis. Sinon, après, à la relance, il ne s'est pas passé grand-chose, majoritairement, selon moi, parce qu'il y a de grands écarts de rythme, de performance entre les différents pilotes et c'est totalement logique vu que ce sont des pilotes amateurs, semi-pro peut-être pour les meilleurs et du coup avec la qualif, avec les essais, avec la course, tout le monde commence à être rangé dans le bon ordre
et c'est compliqué. Faut aussi dire que c'est très dur de doubler. Déjà, avec des pilotes pros, pour se doubler, il faut un vrai écart de vitesse parfois, avec des voitures identiques. Là, franchement, pour doubler, il fallait au moins avoir 5 secondes de différence autour. Et on l'a vu dans la bataille Gotaga-Mr V. Il n'y avait pas vraiment photo entre les deux niveau rythme. Gotaga était vraiment plus rapide. Mr V avait du mal dans pas mal de trajectoires par rapport à Gota. Mais pourtant, il a mis du temps à le dépasser. C'est parce que c'est compliqué de faire un vrai dépassement dans le sport auto. Faut oser, il faut mettre la voiture, il faut que les deux s'entendent. D'ailleurs, les deux ont été très propres. Dans une bataille qui a vraiment été agréable à regarder entre deux pilotes. Différence de rythme et ça a été mené à la perfection. Ouais, globalement, ce sont les écarts qui m'ont marqué hier, notamment le top 3 qui était vraiment sur une autre planète par rapport aux autres au-dessus du lot. D'ailleurs, le top 3 qui est le même que l'an passé. Peut-être que les 3 qui sont devant sont les 3 qui ont le plus d'affinité avec le sport auto, qui s'y connaissent peut-être le plus de par leur passion, leur historique, etc. C'est aussi des pilotes qui ont fait 2 ans et qui maintenant commencent à avoir un niveau d'entraînement dans des F4 qui franchement est assez exceptionnel. Donc ça compte, je pense. Et après, dans le paquet, très vite, en un demi-tour, des écarts, des espaces se creusaient. Je pense vraiment que il y a vraiment plein d'échelons de niveau dans la course. Ça a été un petit peu serré vers la 6-7e position. Puisque j'y pense, j'ai envie de saluer la perf d'Amixem, qui me semble l'an dernier était parmi les pilotes du fond de peloton et qui cette année a fait une superbe qualif et a joué devant. Peut-être la plus grosse progression. Peut-être que ceux qui s'intéressent plus aux histoires personnelles auront un avis différent. Et je vais évidemment saluer Anna, Despiello et Anna. Voilà, on se connaît un petit peu, on s'est déjà croisés sur des événements, on fait quelque chose ensemble. Je les félicite, je les ai félicités, je les refélicite évidemment. C'était assez incroyable de les voir. J'espère qu'ils ont kiffé comme tous les autres et qu'ils vivent ce moment un petit peu surnaturel du mieux possible. Bien maintenant, deuxième partie de la vidéo, je vais essayer de donner mon avis sur l'événement au global. Il y a beaucoup de points à aborder. C'était, je l'ai dit, l'événement majeur, en tout cas niveau sportif, niveau communautaire, niveau internet, hier en France. Donc forcément, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de choses. C'est un événement presque qui divise autant qu'il ne rassemble. Il y a presque autant d'haters que de fanboys. Voilà, c'est beaucoup de choses. C'est des sujets assez lourds, des critiques, des points très positifs. On va essayer de rentrer un petit peu dans le dur. Déjà, je pense qu'on est obligé de commencer par l'observable, par l'irréfutable, par la vérité. C'est que c'est un événement populaire et une réussite absolument incroyable. 60 000 places vendues au Mans, je ne sais même pas combien de temps, on n'a rien de temps. Hier, un pic à 1,3 million de viewers sur Twitch, le record français, ça veut vraiment dire quelque chose. Et c'était le pic. C'est un live qui a duré 10-12 heures. Je serais curieux de savoir le nombre de spectateurs uniques. Sûrement qu'hier en France, une personne sur 5, une personne sur 4 est passée à un moment donné sur le live et c'est juste fou. Donc de ce point de vue-là, quoi qu'on en pense, c'est une réussite et ça veut dire qu'il y a quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Ensuite, ce que j'adore dans l'événement et ce qui m'avait déjà pris l'an dernier, ce qui avait fait que j'avais été scotché à ma télé toute la journée, bien c'est sa sincérité. C'est vrai. Je trouve que personne ne triche dans les pilotes, dans l'organisation. Les émotions sont donc réelles, vraiment, tout en étant dans la bonne humeur, dans la légèreté parfois, dans l'animation, dans le show. Eh bien, à aucun moment ça n'est pris à la légère et je l'ai dit, personne ne triche. Il y a une vraie authenticité, une vraie sensibilité qui se dégage pour moi de l'événement et du coup moi je suis totalement pris dedans. Il n'y a qu'à voir le réel plaisir qu'ont pris toutes les personnes qui ont été invitées, qui pourtant connaissent des événements de fous aux quatre coins du monde, qui peuvent dire je m'en fiche d'une course de Formule 4. Il n'y a qu'à voir comment les 4 pilotes français qui étaient là hier étaient à fond dedans, alors qu'eux aussi ils en voient tous les week-ends. Il n'y a qu'à voir l'énergie qui a été capable de mettre le public pendant toute une journée, pendant 12 heures, malgré la canicule, tout ça pour voir des voitures tourner en rond au final. Et il n'y a qu'à voir la réelle émotion que tout ça a procuré aux participants. Je compte pas le nombre de fois où ils ont été à 2 doigts de chialer, perso, moi, ça m'embarque avec eux. Et le test ultime, c'est que autant j'ai pas suivi tous les vlogs, j'ai pas été à fond impliqué dans les histoires personnelles de chacun, etc. Eh bien, hier, avant le départ, j'ai ressenti le vrai stress et la vraie excitation d'un départ de sport auto pour une grande course de F1 ou autre. Donc ouais, concrètement, ça pour moi, c'est la preuve ultime que ça a marché, ils ont réussi. D'autre part, c'est une introduction phénoménale au sport auto pour les novices et Dieu sait qu'il y en avait hier dans le public ou dans les spectateurs. Et ça, c'est le bonheur. Chacun a ses motivations pour regarder la course. Il y a ceux d'un côté de l'échelle qui regardent que pour les F4. Il y a ceux de l'autre côté qui regardent que pour les streamers. Ouais, au final, on s'en fiche parce qu'au centre, il y a le sport auto.
Hier, un nombre ahurissant de gens ont appris pour la première fois ce qu'était la FFSA, ont regardé une séance d'essai libre, ont appris ce qu'était un drapeau jaune, ont compris comment fonctionnait telle et telle chose, et ça n'a pas vraiment de prix. C'est un premier pas exceptionnel. En plus, on a des professionnels comme Adrien Paviot qui était en plateau toute la journée, et on sent qu'ils veulent vraiment essayer de nous guider sans être une initiation ou un cours magistral. C'est une excellente porte d'entrée. Après, ce qui me frappe peut-être le plus, c'est l'organisation de grands malades. Déjà, faire ça, louer les F4, louer un circuit, le circuit Bugatti, y faire venir autant de monde, avoir autant d'animations sur une journée, autant de guests, autant de choses qui se passent, une réalisation aussi professionnelle, faire venir les pilotes de F1 et de F2 avec leur voiture, je veux dire la Lotus de 2012, il n'y a pas grand monde qui l'a vu rouler, ça franchement, c'est de niveau Formule 1. Je ne sais pas si on se rend compte et surtout, je ne sais pas qui d'autre est capable de faire ça aujourd'hui en France. Évidemment, et là on va doucement aller sur les critiques et sur les points à aborder, si ça peut se faire, c'est qu'il y a un fric monumental derrière. Les sommes engagées ne sont même pas entendables. J'imagine que Squeezie et son agence Bump, etc. évidemment payent, mais ce qui permet de faire le truc, c'est l'argent amené par les sponsors qui amènent des choses folles. Et les sponsors, c'est eux qui font tourner le monde. C'est par exemple même eux qui me nourrissent, puisque la grande partie de l'argent que je perçois, c'est grâce aux pubs que vous regardez. Et l'excellent indicateur, c'est quand on voit le nombre de sponsors qu'il y avait hier et l'argent qu'ils sont prêts à mettre, c'est eux qui font tourner le monde. Ils ne font pas dans le caritatif. Certes, c'est un projet plus cool, ou certainement ils prennent plus de plaisir à investir, mais ils font ça parce qu'au final, ça leur rapporte financièrement et en termes d'image. Concrètement, Squeezie, MrV, tous les plus gros influenceurs dans un événement d'une telle importance qui fait 1,3 million de viewers sur Twitch, je ne sais pas si aujourd'hui il y a un meilleur endroit, si on a une marque, où investir son argent, vraiment. Et là, je peux comprendre ceux qui lâchent, ceux qui préfèrent les événements de plus petite envergure, moins mainstream, avec moins de marques, ceux qui sont rebutés, voire dégoûtés carrément par le côté panneau publicitaire de l'événement, parce que c'est vrai qu'il y avait des sponsors littéralement partout, sur chaque plan, sur chaque incrustation. C'est vrai, mais c'est comme ça. Est-ce que la F1 fait vraiment mieux en appelant tous ces trucs par le nom d'un sponsor? Est-ce que le foot fait vraiment mieux? Non, c'est juste comme ça que ça marche, comme ça que ça fonctionne. Quelque part, l'événement existe par et pour les marques, par et pour les sponsors. Et je comprends que ça puisse être totalement rageant, notamment quand on voit que certains jeunes pilotes, notamment français, tueraient pour avoir un tiers du budget que met une seule marque hier pour le Grand Prix Explorer et qu'ils galèrent vraiment à se financer, à faire carrière. Forcément, c'est rageant. Mais pour moi, ça, c'est pas la faute du GP Explorer, c'est la faute de comment tourne le monde en gros aujourd'hui. Le GP Explorer n'en est que la dernière et peut-être la suprême illustration. Aujourd'hui, les gros créateurs de contenu sont devenus la nouvelle télévision. Et ce que fait Squeezie hier, seule la grande télé, la télé la plus riche, peut le faire. On constate que les investissements publicitaires depuis des années se sont déplacés. Il y en a moins pour la télévision, il y en a de plus en plus pour les nouveaux médias, les nouveaux contenus comme Squeezie. Je trouve qu'hier, c'est vraiment le symbole de tout ça. Dans le fond, on peut se demander pourquoi faire un GP Explorer, quel est le but de tout ça? Et je trouve qu'on retombe dans la logique, finalement, télévisuelle, de la logique de contenu, c'est du divertissement contre de la pub. Je pense que de base, l'intention de Squeezie, elle est totalement pure et sincère, c'est ce qui me fait adhérer au projet, mais qu'au final, il y a un échange de bons procédés. Squeezie ne pourrait pas faire cet événement sans la pub, et la pub, elle, a besoin de personnes aussi grosses que Squeezie pour être vue et faire consommer les gens. On est typiquement dans le modèle. Certains, ça peut agacer, je peux le comprendre, mais pour moi, le GP Explorer n'a absolument rien inventé là-dessus. Après, certains critiquent le fait que cet événement centré sur le sport auto ne soit pas fait par des professionnels du milieu, par des vrais fans entre guillemets de sport auto, même si on déteste évidemment cette expression, comme un peu si les streamers, les gens du GP Explorer venaient s'approprier et se servir du sport auto sur une journée. Perso, je ne ressens absolument pas la chose comme ça, puisque bien au contraire, je trouve que les gens du GP Explorer ont beaucoup d'humilité quand ils abordent l'événement et le sport auto, et qu'ils ne cherchent absolument pas à se présenter en les experts de la chose, vraiment pas du tout. Et en plus, je pense qu'on serait très bête de se plaindre d'un tel événement. Oui, il a ses manqués, il a ses côtés négatifs, il a ses moments gênants par instant, il a ses ratés, ses approximations, mais, et c'est le plus important pour moi, il ne prétend pas
pas s'adjuger comme le représentant du sport auto. Ils ne se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas, ils ne parlent pas à la place des autres. Vraiment, je trouve qu'ils ont une démarche très humble et c'est ce qui, moi, couplé à leur sincérité de base dans le projet, me fait adhérer. C'est pas comme Netflix qui pour moi est dans une vraie stratégie de promotion, il y a un truc très réfléchi derrière où ils se servent vraiment du sport auto à d'autres fins. Je trouve pas que ce soit le cas là, d'autant que pour moi le GP Explorer est beaucoup plus pro et vrai que Netflix fait beaucoup plus de bien qu'il ne fait de mal, contrairement à Drive to Survive. Je trouve que le GP Explorer, il inculque des bases avec justesse et des bases qui sont positives, vraies. L'amateurisme et le fait que la plupart des présentateurs, etc. hier ne sont pas des spécialistes du domaine, moi, ça me gêne pas du tout, parce que c'était un événement de streamers et que le sport auto hier, c'était presque un prétexte, comme ils ont déjà fait ce genre d'événements sur différents types de jeux, sur différents types de sports, différents types d'événements. En plus, je trouve franchement que sur une douzaine d'heures de live, il n'y a franchement pas eu beaucoup d'erreurs, en tout cas pas des trucs très gênants. Ils savent en plus depuis 2 ans maintenant s'entourer du monde du sport automobile. Gasly, Ocon, ils étaient là, ils n'étaient pas là pour qu'on prenne un selfie avec eux et dire regardez, ils étaient avec nous. Ils étaient là pour qu'on apprenne d'eux. Bref, je trouve que le rapport qu'ils ont avec le sport auto est très bon. Et au final, on en reviendra toujours à ça et il ne faut pas l'oublier, ça reste un live Twitch, un divertissement fait par des créateurs de contenu. C'est pas une compétition internationale. Et le sport auto hier, il a été quand même malgré ça traité avec respect et mis en avant de manière propre, classe et surtout incomparable avec le reste. Franchement, j'ai l'impression que tout le monde est gagnant là-dedans. En plus, si nous, les vrais fans, ceux qui sont vraiment à fond dans le sport automobile, qui sont là vraiment pour le sport en tant que tel, etc., et bien c'est vrai que nous sommes, entre guillemets, ceux qui permettent au sport automobile de vivre, parce qu'on l'anime au quotidien, et parce que c'est grâce à nous qu'il a des retombées économiques. Si nous sommes, c'est vrai, dans un certain sens, entre guillemets, les garants d'un certain esprit et d'un certain savoir du sport auto, eh bien, il ne nous appartient en aucun cas et il n'y a absolument pas qu'une seule manière de le voir, de le consommer et de l'aimer. Je trouve qu'il serait extrêmement prétentieux et mal placé de se prendre pour les gardiens du temple et d'être jaloux du succès du GP Explorer. Tout ça parce qu'il n'a pas été fait par et pour nous. Je pense aussi qu'on gâcherait une superbe occasion. Hier, notre sport a été montré à plein de monde, pas de manière parfaite, c'est évident. De toute façon, c'est impossible. Mais voilà, des gens l'ont vu. Maintenant, c'est à nous de dire, bah voilà, tu l'as vu, tu l'aimes, viens avec nous, on va te montrer. Je pense que prendre la mouche, comme le fait peut-être une certaine partie du milieu du sport auto, peut-être qui ont une vision un peu plus vieille ou qui ont une vision un peu plus fermée de cet événement, ou peut-être qui ont d'autres arguments également, peut-être se trompent un peu sur certaines bases du GP Explorer. Et en tout cas, on a tout à gagner à essayer de le prendre positivement. Enfin, pour conclure, ce que je vais retenir au final, c'est la fête phénoménale qu'il y a eu hier, partout. C'était génial de suivre ça, mais notamment sur le circuit. Je connais des gens qui y sont allés, des amis, des proches, et j'étais juste trop content de les savoir sur le circuit Bugatti. Rendez-vous compte, c'est un lieu qui, moi, me passionne, où ma passion est presque née, où elle a vécu des heures magnifiques, très importantes. Eh bien, ils y étaient. Alors peut-être qu'à la base, ils y allaient parce qu'ils ont envie de voir Gotaga et GMK, mais au final, qu'est-ce que ça change? Puisqu'à la prochaine réunion de famille, pour la prochaine soirée entre potes, eh bien, on aura un point commun en plus, un truc à partager en plus, un truc à discuter en plus. Et moi, je serais trop ravi de pouvoir leur parler un petit peu de cette journée qu'ils ont vécue en entier sur le circuit, à voir des voitures rouler, des F4, des F1, Pierre Gasly, tout ça. Je serais ravi qu'on puisse en rediscuter. Et je pense que c'est vraiment ce point-là que j'ai envie de retenir au final. Faut pas se leurrer, je pense, vis-à-vis des retombées concernant le sport auto. Il va pas y avoir une explosion des inscrits à la FFSA, des bénévoles, des nouveaux marshals. Ça va pas changer diamétralement la vie du sport auto en France, mais ça lui donne non seulement une meilleure image, et en plus ça va créer 2-3 vocations, et c'est toujours utile. On a en tout cas tout intérêt à pousser dans ce sens-là. Sans évidemment oublier le reste et l'essentiel, mais ça c'est le travail au quotidien de la FFSA, un travail qui se voit moins bien. Peut-être que grâce au GP Explorer, elle va pouvoir mieux mettre en lumière d'autres choses. C'est aussi ça. Quant à une éventuelle édition 3, perso je suis pour, parce que retrouver cet événement de manière annuelle ou biannuelle, ça me plairait totalement. C'est une vraie journée à part, un vrai grand événement comme je les aime. Après, il se fera s'il y a 2 choses. Premièrement, si les marques sont rentables. Je pense que ce sera le cas malgré le gros billet mis. Et si Squeezie trouve un intérêt à son produit, parce que lui à chaque fois, il remet sa crédibilité et son image en jeu à chaque gros événement.
Donc pour organiser une 3e édition, il va falloir qu'il trouve quelque chose, qu'il en ait déjà pleinement envie. Ça prendra peut-être du temps, mais personnellement, je pense que je suis plutôt pour. Avant de vous laisser, je veux vous remercier car hier sur Twitter, je vous ai demandé ce que vous aviez pensé du GP Explorer, à la fois la course et puis l'idée au global. J'ai reçu beaucoup de réponses. La vidéo est déjà assez longue, donc je ne vais pas prendre le temps de répondre à des commentaires, d'autant que j'ai déjà construit un argumentaire et essayé d'aborder tous les points que vous aviez abordés. Mais je veux vous remercier parce que j'ai lu attentivement tous vos avis et ça m'a énormément aidé. Déjà, c'est très enrichissant. Et puis j'ai pu voir différents côtés de la pièce, certains que je n'envisageais même pas. Et c'est vraiment ça le but tout simplement du pit stop de la chaîne, c'est discuter, que vous m'aidiez à voir, à lire des situations et que tous ensemble on construise quelque chose. J'ai trouvé que ce tweet, ce qui s'est passé en dessous de ce tweet en tout cas, en était une très belle illustration. Je veux vous remercier, je ne mets pas vos avis dans la vidéo, mais je les ai lus et ça compte beaucoup pour moi, sachez-le. Et justement, si vous voulez donner votre avis, vous pouvez le faire en commentaire. Là, vous le savez, c'est une des promesses de la chaîne. J'essaye au maximum d'en lire, d'y répondre, d'interagir. C'est pour ça qu'elle a été créée. Donc allez-y, j'ai envie de voir vos avis, ce que vous en pensez. Je pense qu'on peut avoir un petit peu tous les champs du spectre. Donc allez-y, c'est très cool. Et si jamais vous êtes nouveau, peut-être que vous avez regardé le GP Explorer et que c'est la première vidéo de la chaîne que vous voyez, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes au bon endroit si vous en voulez plus. Beaucoup sur la F1, mais globalement sur le sport auto, c'est ici. Et si vous regardez depuis longtemps et que vous avez des amis qui ont regardé le GP Explorer hier, vous en avez forcément. N'hésitez pas, s'ils ont envie d'en savoir plus, à leur proposer la chaîne. J'en serais ravi. L'abonnement, ça m'aide énormément, donc n'hésitez pas. Et faites-moi savoir si vous êtes des petits nouveaux. Sur ce, j'ai trop parlé, je me suis régalé. Il est 1h du matin passé, je suis en sueur puisqu'il fait 45 degrés dans mon appartement. J'en peux plus, je vais aller monter cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et c'est la tradition, on se quitte avec Enzo Ferrari qui commence à chercher de la concurrence à ramener à des pieds-lots parce que si on continue comme ça, ce sont les records de Max Verstappen qui vont bientôt trembler. À bientôt.